La recherche en physique des particules, par exemple, au CERN, c'est beaucoup d'électronique, c'est beaucoup d'informatique. Et donc, c'est dans cet esprit-là qu'il faut multiplier ce genre de manifestations pour dessiner un peu la connaissance, le savoir, et pour rendre un petit peu de connaissance, de savoir, donc, aux contribuables marocains qui nous payent pour qu'on se fasse plaisir dans le laboratoire. Donc je voudrais donc saluer encore une fois donc, cette très belle initiative de l'association des Professeurs. Je vous remercie. Donc pour commencer, je vais enchaîner avec la thématique, avec la présentation précédente. Madame Chatraoui nous a parlé des deux infinis. Donc il y a l'infiniment petit et l'infiniment grand. L'infiniment grand, c'est le croisement sur l'univers, etc. Mais pour comprendre ce qui se passe à l'échelle macroscopique, il faudrait comprendre d'abord ce qui se passe à l'échelle microscopique. Et d'ailleurs, Mme Chatraoui avait commencé sa présentation par vous parler des particules élémentaires. Alors, le modèle standard, les particules élémentaires, donc, est régi par des lois qui sont un peu étranges. C'est des lois qu'on appelle la physique quantique. Et donc, aujourd'hui, je voudrais partager avec vous ces lois étranges, que sont ces lois étranges qui régissent le monde microscopique. Et pourquoi je dis étranges? Parce que c'est des lois qui défient notre intuition. C'est des lois qu'on ne peut pas expérimenter par notre intuition qui est forgée par l'expérience quotidienne. Donc je reviendrai sur ça. Et donc je vais vous parler des révolutions quantiques. Je vais essayer de vous introduire la première révolution quantique. Je parlerai aussi de la deuxième révolution quantique. Et peut-être qu'il y aura une troisième révolution quantique, on ne sait jamais. La connaissance, à mon avis, la connaissance n'a pas de limite. La connaissance humaine n'a pas de limite. Et donc, en travaillant, on va trouver de nouvelles choses et ça va s'accélérer, comme l'a souligné les orateurs tout à l'heure, les intervenants. Tout à l'heure, on soulignait que la quantité de savoir, donc la quantité qui sera produite dans les années qui vont venir, va se développer, va se multiplier de façon exponentielle. Et donc, il faudrait qu'on aiguise notre curiosité pour essayer d'être en phase avec ce qui se fait ailleurs, et ce qui se fait dans les universités et les nouvelles technologies qui sont en train de se développer. Et donc, j'ai choisi de vous parler donc, de ces révolutions quantiques qui vont probablement nous conduire donc, vers ce qu'on appelle un ordinateur quantique. Je laisserai donc la discussion de l'ordinateur quantique vers la fin de mon exposé. Et donc, pour commencer, je vais commencer par la fin, 2022. 2022, le comité Nobel a attribué le prix Nobel à 3 grands scientifiques. Monsieur Aspect, qui travaille en France, à Orsay, Clauser et Zeilinger. Zeilinger, il travaille en Autriche, et Clauser travaille aux États-Unis. Pourquoi? Alors, le comité Nobel a décidé d'attribuer le prix Nobel à ces 3 grands scientifiques pour les expériences avec les photons intriqués. For experiment with entangled photons, established the violation of Bell inequalities and pioneer quantum information science. Donc, le prix Nobel a décidé d'attribuer le prix Nobel à ces 3 scientifiques pour leurs travaux expérimentaux sur les photons intriqués. J'expliquerai ce que c'est l'intrication par la suite. Et pour la vérification de la violation des inégalités de Bell, et parce que c'est des travaux expérimentaux, c'est des travaux pionniers en sciences de l'information quantique. Le comité Nobel donne le feu vert à une nouvelle science, qui est la science de l'information quantique. L'information quantique. Parce que avant 2022, les gens, lorsqu'ils parlaient de cette science, on parlait d'une science émergente. Maintenant, c'est une science à part, c'est une nouvelle thématique et tout le monde travaille dessus. Alors, l'histoire, pourquoi? Pourquoi maintenant on parle d'information quantique? Parce que, si on revient 10 ans en arrière, en 2012, le prix Nobel avait primé 2 grands chercheurs aussi, Serge Haroche, né à Casablanca, et qui a fait ses études en France, établi en France, qui travaille en France, à l'école polytechnique, et son ami Whalen. Alors, les 2 chercheurs ont été primés. Pourquoi? Parce que, d'ailleurs, dans l'annonce du prix Nobel, qu'est-ce qu'on dit? Pour leurs travaux expérimentaux originaux qui ont permis la mesure, la manipulation de particules individuelles. Particules individuelles à l'échelle microscopique. En particulier, ils ont réussi, M. Haroche
a réussi à piéger des photons. Tout à l'heure, Mme Charkaoui vous a parlé de la lumière. La lumière, c'est un assemblage de grains, de petits corpuscules qu'on appelle des photons. Et donc, M. Haroche a piégé des photons. Ça, c'est très très important. Weinlein a piégé des ions. Un atome auquel j'arrache un électron, puis après, je le piège. Et ça, c'est très très important. Parce que même les fondateurs de la physique quantique, cette science qui décrit ce qui se passe à l'échelle de l'infiniment petit, à l'échelle de l'atome, à l'échelle du noyau, à l'échelle des molécules, même les fondateurs de cette physique quantique pensaient qu'on ne pourra jamais observer ou piéger une particule individuelle. Les fondateurs de la mécanique quantique, de la physique quantique, pensaient qu'on ne pourra tester les lois de la physique quantique, les lois qui régissent le monde microscopique, que par les effets collectifs qui émanent. C'est-à-dire, pour tester la physique quantique, je dois prendre des milliards d'atomes, regarder donc, les décrire de façon quantique et regarder la moyenne. Je fais une moyenne statistique. Donc, par des moyennes qui émergent à l'échelle macroscopique, je vais les tester. Et donc, c'est un pas très très grand vers la manipulation, le contrôle et la production de particules individuelles, en particulier le photon et les ions. Alors, pour comprendre un peu tout cela, il faut rappeler que les fondateurs de la mécanique quantique ont bâti leur théorie sur deux choses. La première, c'est à l'échelle de l'infiniment petit, la matière peut se comporter comme une onde. Et une onde, la lumière, peut se comporter comme un corpuscule. C'est ce qu'on appelle la dualité onde-corpuscule. C'est-à-dire un électron, c'est de la matière, mais qui peut avoir un comportement ondulatoire. C'est la dualité de De Broglie. Monsieur De Broglie, ici, qui a écrit cette dualité. Et donc à l'échelle de l'infiniment petit, nous avons donc cette dualité entre corpuscules. On ne peut pas trancher, on ne peut pas dire j'ai de la matière, c'est que des corpuscules, j'ai des ondes, c'est que des ondes. Ça va dans les deux sens. Parfois, ça a un comportement corpusculaire, parfois, ça a un comportement ondulatoire. Et donc, c'est cette dualité. Et ça, c'est étrange, parce que notre intuition qui est forgée par l'expérience quotidienne, me dit, si j'ai quelque chose, j'ai ce PC devant moi, ce PC, c'est de la matière. Il ne peut pas se comporter comme une onde. Donc, c'est des choses qui échappent à notre intuition. Mais ça, c'est la réalité physique. C'est ce qui se passe à l'échelle de l'infiniment petit. Je reviens à l'exposé de tout à l'heure de Mme Charkaoui, lorsqu'il parlait donc de particules à l'infiniment petit. Pour le modèle théorique qu'il écrit, le modèle standard, c'est la théorie quantique des champs. Donc c'est une théorie quantique, c'est-à-dire c'est des lois étranges, étranges parce que ça échappe à notre intuition, étranges par rapport à nous, mais c'est la réalité physique. Et donc c'est ces lois qui régissent notre monde, notre univers. On peut aller de l'infiniment petit à l'infiniment grand, et à chaque fois, on est obligé, on est ramené à décrire les choses en utilisant donc les lois de la physique quantique. Bien sûr, il y a eu beaucoup de débats philosophiques autour de ça. Mais on a vite oublié ces débats. Pourquoi? Parce qu'on a commencé à voir les résultats arriver. Okay? Il y avait un débat, il y avait Einstein, donc et ses collaborateurs, donc avec les gens avec lesquels il travaillait, donc sur les questions d'ordre épistémologique qui régissent donc de philosophie qui régissent sur les lois qui régissent le monde microscopique, etc. Pourquoi? Parce qu'il y avait un caractère très important, le caractère probabiliste. Lorsque on peut décrire ce qui se passe à l'échelle de l'infiniment petit, on est obligé d'utiliser les notions de probabilité. Les notions de probabilité font appel au hasard. Et donc, on ne peut pas concevoir une loi physique qui régit notre univers qui est complètement hasardeuse. Le hasard, on est éduqué, on a des croyances, les choses doivent être régies de façon déterministe. Mais il faut dire que le déterminisme ne contredit pas le hasard. L'évolution des choses à l'infiniment petit, c'est des évolutions qui sont déterministes. Mais il y a cette notion de probabilité. Je vais revenir sur ça. Mais on a vite oublié ce débat parce qu'il y avait des résultats expérimentaux qui ont commencé à tomber. Et dès 1950, il y avait Delmet, prix Nobel de physique aussi, qui a réussi donc à piéger des ions.
qui a réussi à piéger des ions. Alors, Delmet a travaillé par Weyland qui a été prix Nobel en 2012 avec Serge Haroche. Donc, ce résultat est très très important. Pourquoi? Parce qu'on commence à piéger des ions, donc on peut tester les lois de la physique quantique. Et parmi les choses qu'on a commencé à tester, c'est ça. C'est-à-dire ce comportement ondulatoire. Un électron autour par exemple, si vous prenez l'électron de l'atome d'hydrogène, il tourne, mais il tourne, ce n'est pas un corpuscule. On peut le représenter par un nuage. Un nuage, donc une onde qui a un comportement sphérique. Lorsqu'il est dans son état fondamental. Les gens qui ont fait un peu de chimie se rappellent de ça. AS, c'est des orbitales. Et puis après, si vous donnez un peu d'énergie à l'orbital AS, donc vous allez déformer ce nuage. Vous allez donc éparpiller ce nuage, donc vous êtes dans l'orbital 2S. J'effectue une transition entre un niveau vers un autre. Ensuite, si vous donnez plus d'énergie, vous squeezez, vous comprimez l'orbital, donc vous donnez de l'énergie, vous allez passer à un nouveau niveau énergétique. Et donc, vous avez ici donc des états et des niveaux d'énergie. C'est la quantification de l'énergie. Et donc, grâce à ces avancées expérimentales, on a commencé donc à voir un peu ce qui se passe à l'échelle microscopique. Et ça, c'est très très important dans ce qui va suivre. Et donc, je parlais des niveaux d'énergie. Par exemple, ici, si vous regardez, donc, vous avez le premier niveau d'énergie. Donc, c'est la première orbitale, c'est ce que j'appelais 1S tout à l'heure, donc E1. Si vous donnez un peu d'énergie donc à votre électron, il va transiter vers le niveau supérieur. Puis après, vous lui donnez de l'énergie, il va transiter vers l'étage supérieur, et ainsi de suite. Et donc, vous avez ici un schéma d'étage, vous avez E1, E2, E3, et vous avez donc une discrétisation de l'énergie. Cette discrétisation de l'énergie n'est pas commune dans notre monde microscopique. Si vous balancez un objet, si vous le laissez tomber, son énergie potentielle varie de façon continuelle. Il n'y a pas de discontinuité. Mais à l'échelle microscopique, l'énergie discontinue. Le système, un électron passe d'un niveau énergétique vers un autre en absorbant donc une quantité bien déterminée d'énergie. Donc c'est la discontinuité. Donc la mécanique classique qui régit le monde qui nous entoure à notre échelle est complètement différente de la mécanique quantique qui régit l'infiniment petit, parce que vous avez l'énergie qui est contenue dans notre monde, une voiture qui roule, donc son énergie varie de façon continue. Tandis que dans le monde microscopique, vous avez cette discontinuité d'énergie, c'est très très important. Donc ça a été émis théoriquement par les fondateurs de la mécanique quantique. Maintenant, au sein de laboratoire, on commence à les vérifier expérimentalement. Ça aussi, cette discrétisation d'énergie va jouer un rôle très très important pour implémenter les bits quantiques, parce qu'il s'agit d'ordinateurs quantiques. Donc, ces bits quantiques donc, vont être implémentés en utilisant cette propriété de discrétisation de l'énergie. Je vais revenir sur ça vers la suite. Un autre point important qui a fait beaucoup de débats, c'est les expériences des fentes de Young. Alors, je disais tout à l'heure qu'à l'échelle microscopique, les objets ont un double comportement, soit corpusculaire, soit ondulatoire. Il y a une certaine complémentarité entre les deux. Donc, si un électron a un comportement ondulatoire, donc si je l'envoie à travers de fentes, comme je le fais d'habitude avec la lumière, donc à ce moment-là, je peux réaliser des phénomènes d'interférence. C'est-à-dire, si j'additionne deux ondes, lorsqu'ils sont en phase, donc leur intensité va s'additionner. Donc je vais avoir des franges qui sont claires. Et s'ils sont en opposition de phase, donc j'ai plus, moins, plus avec moi, ça va me donner 0, donc je vais avoir des franges qui sont sombres. C'est la fameuse expérience des fentes de Young qui consiste donc à faire de la superposition de deux ondes lumineuses. Bon, si l'électron se comporte comme une onde, donc a priori, je dois être en mesure de réaliser une telle expérience. On sait le faire. On envoie des électrons, on fait le même dispositif, on envoie des électrons et on arrive à voir des interférences. Ce qui prouve que l'électron a un comportement ondulatoire. On le fait avec des électrons, on peut le faire aussi avec des neutrons. On l'a fait aussi avec des ions dans les laboratoires. On l'a fait aussi avec des molécules de fullerène. Les molécules de fullerène, c'est des atomes, c'est des molécules de 60 atomes de carbone. C'est quand même assez gros. Le record vient d'être battu dernièrement en Allemagne. Ils ont utilisé des molécules de 2000 atomes, je crois.
Donc, bon, bien sûr, c'est une prouesse technologique, expérimentale, c'est des choses qu'on réalise au laboratoire, mais quand même, ça nous laisse poser la question suivante. Quelle est la limite entre le monde microscopique et le monde macroscopique? J'ai des lois de la physique quantique que j'applique à l'échelle microscopique. J'ai des lois de la mécanique classique, de la physique classique que j'applique à mon échelle, à l'échelle macroscopique. Alors, où je dois cesser d'appliquer, par exemple, la mécanique quantique. Quand est-ce que je dois commencer à appliquer la mécanique classique? Donc, je reviendrai à la réponse tout à l'heure. L'univers est quantique. Je vous dirai pourquoi. Donc, ça, c'est des débats, c'est des discussions qui ont beaucoup animé la conférence de Solvay. Pourquoi je montre cette photo? Cette photo, je l'aime beaucoup. Bon, elle est en couleur ici, mais à l'époque, lorsqu'elle a été prise, elle était en noir et blanc. C'est en 1926. Sur cette photo, il y a 13 prix Nobel. Hein? Vous reconnaissez Einstein au milieu. À côté, il y a Lorentz, il y a Marie Curie, il y a Max Planck. Donc, c'est 13 prix Nobel. Je ne crois pas que vous pouvez trouver une photo où il y a autant de prix Nobel de la même discipline. Hein, de la même discipline sur... Donc, c'est pour vous dire que c'est des gens qui ont beaucoup contribué à l'élaboration, aux fondations de la physique quantique, et comme par hasard, ils sont nés de la même période, ils sont de la même génération, et qui ont donc posé les assises d'une théorie qui marche très très bien. C'est une théorie, comme je dis tout à l'heure, qui est probabiliste. On ne peut pas imaginer des ondes, un électron qui se comporte à la fois comme une onde et corpuscule. Hein, c'est une théorie, mais c'est une théorie qui est ultra puissante parce qu'il a résisté à toutes les attaques. Non seulement il a résisté à toutes les attaques pour la mettre en échec, mais il a réussi à prédire des phénomènes qui ont été vérifiés expérimentalement par la suite. Donc une théorie, ça marche lorsqu'il est vérifié expérimentalement, mais si une théorie nous donne des prévisions qui sont vérifiées expérimentalement, elle est ultra puissante. Ok? Alors, parmi les choses qui ont été prédites par la mécanique quantique avant, il y a le laser. Le laser, c'est M. Einstein. C'est M. Einstein qui avait prédit l'existence du laser. Le laser, le principe remonte aux travaux d'Einstein, en 1917, sur ce qu'on appelle l'émission stimulée. Et c'est qu'en 1900, je crois, si je ne me trompe pas, c'est en 1960 qu'il a été découvert par Theodor Neumann, le premier laser UV. On le voit ici sur la photo. Bien sûr, les applications du laser sont nombreuses. Hein? Imaginez s'il n'y avait pas de laser. Vous allez faire vos courses au supermarché, le temps que vous allez passer à la caisse. Hein? Et puis, bon, c'est utilisé en médecine, c'est utilisé de partout. Alors, la deuxième invention capitale, c'est le transistor. Alors le transistor, il est venu après, mais le transistor a été inventé parce qu'on a compris la conduction électrique dans les solides. La conduction électrique n'aurait jamais été comprise sans une description bien particulière fondée sur la mécanique quantique. Et le premier transistor a été, je crois, fabriqué par Barden, Shockley et Bretzel en 1948. À l'époque, il travaillait chez Bell Telephone. Donc c'était pour remplacer des tubes à vide, et donc ils ont inventé ça. Maintenant, sans le transistor, il n'y aurait jamais eu d'informatique. Au moins les ordinateurs qu'on utilise. Hein? Dans l'ordinateur qu'on utilise, il y a des milliards et des milliards de transistors qui sont empilés les uns à côté des autres. Et donc, voyez un peu, c'est-à-dire, c'est des gens, Einstein et ses collègues, qui ont commencé à réfléchir sur le monde microscopique et qui ont élaboré une théorie, et c'est grâce à cette théorie qu'on a maintenant des ordinateurs, qu'on est rentré dans l'ère du numérique, n'aurait jamais été possible sans la physique quantique. Parfois, le grand public a tendance à oublier ça. Hein? Même certains de nos collègues, certains de nos collègues, bon, lorsqu'on leur parle de mécanique quantique, etc., ils disent, bon, enfin, on voudrait des choses qui sont appliquées. Mais il faut savoir que, bon, enfin, toutes les applications actuelles liées au numérique, c'est de la physique quantique. Alors, ensuite, donc la mécanique quantique, bon, elle est étrange, bien sûr, c'est une théorie probabiliste. Vous connaissez la fameuse citation d'Einstein, Dieu ne joue pas au dé. Hein, Einstein n'acceptait pas cette théorie qui est fondée sur la notion du hasard. Et puis,
Et le problème de la mesure, c'est-à-dire chaque fois que vous cherchez à mesurer, vous détruisez l'état de votre système. Et la non-localité. Einstein, en fait, ce qu'il n'aimait pas, ce n'est pas le caractère probabiliste de la théorie, mais c'est la non-localité. La physique quantique est une théorie non locale. Einstein disait toujours, vous voulez construire une théorie physique, la première des choses, vous devez avoir un principe fort. Je donne un exemple. La mécanique de Newton, vous poussez un objet, il se déplace. C'est la loi fondamentale de la dynamique. F égale à m gamma, pour les gens qui sont familiers avec ça. La mécanique quantique, je donne un autre exemple. Einstein, par exemple, pour la relativité, il dit, le principe fondateur de la relativité, c'est qu'aucune particule ne peut voyager plus vite que la lumière. Mais le problème de la mécanique quantique, c'est que c'est une théorie qui ne repose pas sur un principe fort. Et Einstein n'aimait pas ça. Il disait toujours que si vous voulez construire une théorie, vous me donnez d'abord le principe générateur, le principe fondamental sur lequel vous devez baser votre théorie pour la développer par la suite. Toutes les théories, par exemple l'optique c'est le principe de Fermat. Un rayon lumineux, il est paresseux, donc il va emprunter le chemin le plus court. Okay. Et donc c'est des principes donc, qui sous-tendent les théories. La mécanique quantique, non. Ne repose pas sur un principe fort. Et c'est ce que Einstein n'aimait pas. Ça ne donne pas. Deuxième chose, c'est cette non-localité. Il a imaginé une expérience, je vais en parler par la suite, je crois. Donc il a imaginé une expérience, c'est l'expérience EPR. C'est l'expérience EPR. Et donc, c'est cette non-localité. C'est-à-dire, il dit, bon, supposons que j'ai un système AB. Donc, qui interagissait, qui était uni à un certain moment. Et puis après, donc, qui se désintègre en deux parties. Partie A et partie B. Quelle que soit, à l'échelle microscopique, toujours, quelle que soit la distance qui sépare mes deux objets A et B, si j'effectue une mesure sur A, sans effectuer de mesure sur B, je peux connaître le résultat. C'est comme s'il y avait une action fantôme qui se passe entre A et B. D'ailleurs, Einstein appelait ça, donc c'est un caractère, la théorie quantique autorise la non-localité. Einstein n'aimait pas ça. Einstein disait que pour qu'un signal passe d'un point A vers un point B, il faut qu'il se déplace à une certaine vitesse, et cette vitesse ne doit pas dépasser la vitesse de la lumière. Mais ça ne contredit pas la relativité, parce que ici, c'est une corrélation, on va parler, c'est ce qu'on appelle l'intrication. C'est une corrélation qui existe entre les deux parties, mais il n'y a pas de transfert de matière entre les deux systèmes. Hein, parce qu'on parle de vitesse qui ne doit pas dépasser la vitesse de lumière lorsque vous avez un système, vous avez de la matière qui se déplace. Mais ici, vous avez une corrélation. Une corrélation, c'est ce qu'on appelle l'intrication. Et donc, bien sûr, ces questions d'intrication, etc., ont été vite oubliées parce que la physique quantique a montré un succès énorme, que ce soit en physique atomique, en chimie, physique de l'état solide, les semi-conducteurs qui ont donné naissance aux transistors, la théorie des champs, par exemple, pour comprendre la physique des particules, mais vers les années 1980. Donc, début du siècle, 1980. Il y avait une conférence Physics and Computation au MIT, Massachusetts Institute of Technology, en 1980. Donc, 1980, donc c'est le mouvement hippie, comme vous voyez donc, sur cette photo. Bon, ça n'a rien à voir avec la photo de Solvay. Hein? Et donc, ces gens sont réunis. Il y a un prix Nobel quand même. On le voit derrière, c'est Richard Feynman. Hein, je ne sais pas si vous voyez la flèche, donc elle est là. Elle est là. Richard Feynman. Donc ces gens sont réunis, pourquoi? Pour débattre de la physique quantique et sa complexité lorsqu'il s'agit de faire des calculs. Il y a des lois. Mais ces lois, pour en tirer, c'est-à-dire ces lois, deviennent très complexes lorsqu'il s'agit de modéliser des systèmes qui contiennent un nombre important d'électrons, un nombre important d'objets. C'est le fameux problème à n corps. Dès que vous dépassez 2, 3, les calculs se compliquent. Je donne un exemple. Si vous cherchez par exemple à étudier un système qui contient 20 électrons, le calcul sur un ordinateur, un supercalculateur, va prendre une journée. Si vous passez à 30 électrons, il vous faudrait 3 ans. Donc de 20 à 30, 3 ans. Si vous passez à 50 électrons, c'est 3000 ans.
C'est énorme. Il n'y a pas de calculateur qui va tourner, ordinateur qui va tourner pendant 3000 ans pour... Et donc ça, c'est un problème, c'est ce genre de problème de complexité que les gens discutaient lors de cette conférence. Bon, à cette conférence, il y avait pratiquement, Feynman, il y avait Benioff, il y avait Deutsch, il y avait Bennett, il y avait donc, des scientifiques, des mathématiciens, des physiciens, des informaticiens qui vont conduire cette seconde révolution dont on parle actuellement. Et Richard Feynman leur a dit la chose suivante. Alors Richard Feynman leur a dit, bon, puisque vous êtes en train de vous plaindre de cette complexité de la mécanique quantique, pourquoi ne pas utiliser la mécanique quantique pour faire vos calculs? Utiliser la mécanique quantique pour faire, en d'autres termes, c'est-à-dire pourquoi ne pas concevoir un ordinateur quantique régi par les lois de la physique quantique qui va vous aider à résoudre ces problèmes. Okay? Et donc, c'est là où tout a commencé. Et donc, lors de cette conférence, on a assisté donc à un mariage, à une convergence entre deux grandes théories. La théorie de la mécanique quantique et la théorie de l'information. La théorie de l'information, c'est la théorie qu'on utilise pour coder nos informations. C'est les bits classiques, 0, 1. Et bien sûr, cette théorie de l'information a été introduite par M. Shannon. Et donc, en informatique classique, on utilise beaucoup donc l'information de Shannon, l'entropie de Shannon. Et cette information de Shannon nous dit quoi? Ça mesure la quantité d'informations que vous codez dans un système. Et donc, ça mesure, pour simplifier, l'information de Shannon, c'est une entropie qui mesure notre incertitude quant à la réalisation d'un événement ou non. Ça mesure notre incertitude. Je donne un exemple pour les gens qui sont familiers. C'est-à-dire, si vous avez un système donc, qui est préparé dans un état, okay, vous avez des particules, puis après vous mettez ces particules en interaction. Et donc il y a des interactions, donc il y a un désordre, etc. Donc ce désordre va croître. Donc votre incertitude quant à l'évolution de ce système, donc vous devenez incertain donc, au sujet de l'évolution, du devenir de ce système. Donc son entropie augmente. Et donc son entropie donc, de Shannon augmente, donc l'information augmente. Okay? Et donc c'est une quantité qui a été utilisée par Shannon pour quantifier la quantité d'informations classique. Sauf qu'il faut souligner une chose très importante. Dans nos ordinateurs actuels, lorsqu'on fait des opérations de calcul, donc c'est de l'information. Donc c'est une opération de calcul, donc c'est un processus. Je pars d'un point vers un autre point. Où j'utilise la matière. Donc je ne peux parler d'information que j'ai un support matériel. Donc l'information, elle est codée dans la matière. Okay? Par exemple ici, j'ai des courants électriques. Les courants électriques, donc c'est des électrons. Donc c'est des électrons qui circulent, donc ils vont d'un point vers un autre. Donc je code de l'information dans les électrons qui se déplacent. Okay? Lorsque je n'ai pas d'électrons, donc j'ai rien. Donc je n'ai pas d'information. Et donc je ne peux concevoir de l'information que si j'ai de la matière. Et donc je vais coder de l'information, donc les bits 0, 1, au fait, ça rejoint en quelque sorte, c'est de l'information qui est codée dans la matière. Et donc, lorsque vous faites une opération de calcul, donc vous faites évoluer cette matière. L'évolution de la matière. L'évolution de la matière, c'est une évolution physique. Une évolution physique est régie par des lois. Vous poussez un objet, donc c'est le principe fondamental de la dynamique. Lorsque vous avez un électron qui circule dans un circuit, c'est la fameuse loi d'Ohm. Et donc, derrière l'information, lorsque vous pianotez votre clavier, vous sachez que vous êtes en train de modifier l'état de la matière, c'est-à-dire des électrons donc, qui circulent à l'intérieur. Et ces électrons, lorsqu'ils circulent via des lois. Et donc, vous avez la matière, et vous codez l'information, et vous avez les lois de la physique qui vous permettent de faire les opérations de calcul, de traitement de texte, d'envoi de messages, etc., etc. Donc, c'est ce qu'on sait faire, c'est ce qu'on fait lorsque vous êtes en train d'utiliser votre ordinateur, c'est ce que vous êtes en train de faire. Votre smartphone, c'est ce que vous êtes en train de faire. Okay? C'est ça l'information classique. Maintenant, grâce au succès de l'information de la mécanique quantique, et donc suite à la discussion de cette conférence en 1980, les gens se sont dit, bon tiens, on va essayer de remplacer la matière classique, enfin la matière macroscopique, par les états de la matière à l'échelle microscopique. C'est-à-dire, je vais coder de l'information dans les états quantiques.
Je vais coder l'information dans les états quantiques. Rappelez-vous de ces niveaux d'énergie. C'est-à-dire, je vais prendre un système ayant 2 niveaux d'énergie. Je vais dire que le 0, c'est le niveau 1, celui du bas, et le 1, c'est le niveau de haut. Okay? Et donc, je vais coder de l'information dans les états quantiques de la matière. C'est-à-dire, en d'autres termes, je vais, au lieu d'utiliser la mécanique classique pour le transfert, pour le stockage, pour le traitement de l'information, je vais coder mon information dans ce système quantique, des électrons, des protons, des neutrons, et voir ce que ça va me donner. Okay? Et la question, enfin, cette idée est très intéressante. Pourquoi? Parce qu'à l'échelle microscopique, il y a 2 fameux principes. Enfin, il y a deux fameux phénomènes. Et le premier phénomène, c'est le phénomène de superposition. Le phénomène de superposition qui fait que lorsque vous avez un système à 2 niveaux, de 2 niveaux d'énergie, c'est-à-dire votre système il peut être suspendu entre les deux. C'est-à-dire il peut être dans une superposition. C'est le fameux problème du chat de Schrödinger. Je ne sais pas si vous avez entendu voir les spécialistes de ça. Le fameux, c'est-à-dire un chat qui serait suspendu entre la vie et la mort. Il est à la fois vivant, 50% de chance d'être vivant, 50% de chance d'être mort. Ça, c'est inimaginable à notre temps. Okay? Mais le problème, c'est pas ça, en fait. C'est Schrödinger qui avait dit ça, parce que lui aussi, bon, enfin, ce problème de superposition, d'être suspendu entre 2 réalités, enfin, n'était pas admissible, donc n'était pas admissible pour lui. Mais par la suite, on a compris que le chat ne peut pas être, il est soit vivant, soit mort. Parce que lorsque je vais effectuer une mesure, à ce moment-là, je vais coupler le système avec son environnement. Et donc l'environnement, je vais coupler un système quantique avec un environnement qui a une taille très très grande. Je vais coupler un électron avec l'univers. Et donc l'électron doit osciller en phase avec l'univers. Et donc il va perdre cette superposition. Donc lorsqu'il va se coupler avec l'univers, il doit se mettre dans un état ou dans un autre. C'est le postulat de la mesure. Okay? Le deuxième paradoxe, c'est EPR, Einstein, Podolsky-Rosen. Einstein a beaucoup contribué au développement de la mécanique quantique. Et grâce donc, à ce paradoxe, il a émis un paradoxe, il a dit, bon tiens, c'est le paradoxe dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est le paradoxe relié à l'intrication entre 2 systèmes. Et donc, il a dit, bon, si la physique quantique est non locale, alors à ce moment-là, il doit y avoir, c'est-à-dire lorsque le message passe du point A vers le point B, puisqu'il ne peut pas être transmis avec une vitesse plus vite que la lumière, donc il doit emprunter des chemins cachés pour aller de A à B. C'est qu'il y a des variables cachées. Donc Einstein avait émis l'idée d'existence de variables cachées dans notre univers. Et si ces variables cachées existaient, M. Bell, c'est un mathématicien, donc avait créé des inégalités. Et grâce aux travaux de Aspect et de Clauser, ils ont réussi à montrer que les inégalités sont violées. Autrement dit, la physique quantique, voilà. La physique quantique est une théorie non locale. Alors, et donc, il y a eu cette convergence entre 2 courants, l'information et la physique quantique. Et bien sûr, bon, il y a beaucoup de travaux qui ont été faits par la suite. Alors, et donc, on aboutit à la seconde révolution quantique. Alors, la seconde révolution quantique se veut donc une façon de traiter de l'information codée dans les états du monde microscopique. Et donc, maintenant, on sait que si on code de l'information dans des états du monde microscopique, dans les états d'un électron, les états d'un photon, alors on pourrait faire de la cryptographie quantique. De façon, donc, de la cryptographie quantique, on peut améliorer les communications quantiques, on peut faire des simulations quantiques, on peut faire de la métrologie quantique, et on peut même inventer des ordinateurs quantiques. Alors, comment faire tout cela? Bon, lorsque vous consultez la littérature scientifique, bon, la question la plus médiatisée, c'est l'ordinateur quantique. Lorsqu'on parle d'information quantique, c'est l'ordinateur quantique qui vient en premier. Mais il y a des applications fort intéressantes que parfois seuls les spécialistes connaissent. Je vais commencer par la métrologie. Alors la métrologie, en métrologie, la première des choses, c'est qu'on a, à l'aide de la mécanique quantique, on a redéfini le système international des unités. On a utilisé donc la constante de Planck. La constante de Planck, c'est une constante qui nous donne donc
qui nous donne donc l'énergie d'un photon. E est égal à H fois la fréquence de photons. Alors, ensuite, c'est la cryptographie quantique, enfin la métrologie quantique, on peut les utiliser aussi pour mesurer la gravité, avec des précisions qui peuvent aller jusqu'à 10-9. Okay. Et ça, c'est très important. C'est très important. Et donc, parce qu'il y a une société en France, Nucans, qui a utilisé donc cette métrologie quantique pour aller donc sonder les variations de gravitation sur l'Etna, le volcan de l'Etna, pour voir les variations de la pression, pour prédire donc quand est-ce que le volcan va faire éruption ou pas. Alors, il y a aussi les horloges quantiques. Et le record de précision d'une horloge atomique, c'est 10-18 secondes. Ça veut dire une dérive, la dérive d'une seconde sur 33 milliards d'années. C'est énorme. C'est-à-dire, maintenant qu'on sait produire des photons, des ions individuels, on peut faire des mesures de précision de plus en plus précises. On peut concevoir des capteurs qui vont nous aider donc à faire donc des mesures de plus en plus précises. Et bien sûr, donc, il faut préparer donc les bits. Pour faire de l'information quantique, il faut préparer les bits quantiques qui vont remplacer les bits classiques. Alors maintenant, la technologie est bien avancée, je reviens en arrière, la technologie est bien avancée, on sait coder de l'information dans des atomes froids. C'est-à-dire, je prends des atomes, et donc par un jeu de laser, donc on applique des lasers, on arrive donc à localiser les atomes et à jouer avec. Par exemple, ici, vous pouvez voir, donc ici en bas, vous pouvez voir, donc vous avez la Tour Eiffel. Ici, vous avez les hyperboles. Ici, vous avez la molécule de fumerène. Ici, vous avez un coin. Et donc c'est des réseaux d'atomes froids. Donc on sait faire, donc on sait contrôler, on sait produire, on sait contrôler, manipuler des atomes. Et bien sûr, ces atomes froids peuvent servir de qubits, dans lesquels je vais stocker de l'information. Et donc, c'est le qubit que je peux éventuellement mettre dans un ordinateur quantique pour fabriquer un ordinateur quantique. Il y a aussi les ions piégés. Les ions piégés aussi, c'est des candidats potentiels pour remplacer donc les bits actuels et pour donc. Alors, mais le problème majeur lorsque je produis des qubits qui vont remplacer des bits, c'est le problème de la décohérence. Et donc, lorsque je produis des qubits, des quantum bits, alors à ce moment-là, il faut protéger suffisamment, donc ces qubits du phénomène de la décohérence. Autrement dit, il faut empêcher le qubit que vous avez produit au laboratoire d'être en contact avec l'univers, avec l'extérieur. Et pour l'empêcher, donc il faut minimiser donc, le contact, donc il faut refroidir à des températures très basses. Refroidir, ça coûte de l'énergie. Okay, ça coûte de l'énergie, et ça, c'est un problème. C'est un problème qu'il faudrait. Donc, le problème de la décohérence, c'est un problème purement technique. C'est pas un problème fondamental. Et bien sûr, avec le développement de la technologie, un jour ou l'autre, on saura donc traiter ce problème. Et donc, maintenant on sait fabriquer des qubits. On sait fabriquer, il y a les photons aussi, on peut coder de l'information. On a des qubits photoniques, des qubits donc ioniques, des qubits atomes froids. Donc, il y a toute une technologie qui est en train de se réaliser, donc de se développer dans les laboratoires, donc pour fabriquer des qubits qui vont peupler donc les ordinateurs quantiques. Le seul inconvénient, c'est le problème de la décohérence, c'est-à-dire il faut isoler, en d'autres termes, il faut isoler le système du monde extérieur. Une autre application, tout à l'heure j'ai parlé de M. Zeilinger, une autre application intéressante, c'est les communications, la cryptographie quantique et les télécommunications quantiques. Alors, pour ce qui est de la sécurité, pour ce qui est de la cryptographie, contrairement à la cryptographie classique, qui repose, les gens donc, qui sont spécialisés sur ça, qui repose sur la factorisation d'un nombre en nombre premier. Donc c'est le protocole de chiffrement qu'on appelle RSA. Si je code de l'information d'un photon, et je l'envoie d'un point A vers un point B, donc si je code de l'information, quel que soit, même si j'ai une personne tierce au milieu qui cherche à intercepter le message, je vais le savoir. Donc, lorsque je code de l'information, c'est la nature qui fait le cryptage, en quelque sorte. Lorsque vous codez de l'information dans un système quantique, vous n'avez pas à crypter, parce que la nature fait le travail du cryptage. Donc lorsque vous envoyez votre message,
Donc, ça va arriver vers le destinataire, mais si jamais il y a une personne tierce au milieu, donc vous allez savoir qu'il y a quelqu'un qui a intercepté votre message parce qu'il doit effectuer une mesure. Et lorsqu'il effectue cette mesure, donc il va coupler donc votre photon avec l'univers et il va perdre donc la cohérence. Okay, donc la cryptographie, donc, et ça, c'est... Alors ça, on sait le faire. Il y a même une société qui s'appelle ID Quantique, donc ID Quantique, qui a déjà commercialisé des prototypes. Dans le cadre du réseau marocain de l'information quantique, nous avons eu la chance d'avoir deux invités qui sont venus une fois nous faire une démonstration donc, de ce protocole, donc, de ce générateur de nombres aléatoires de la compagnie donc, ID Quantique. Et donc, qui est commercialisé, maintenant on le commercialise. C'est-à-dire, ce n'est pas de la science-fiction, mais c'est des choses qui commencent à devenir commercialisables. Donc vous avez donc parmi les applications donc, de ces bits quantiques, vous avez la métrologie quantique, donc qui va nous permettre, qui va nous fournir des outils de précision encore meilleurs qu'on sait faire actuellement. Deuxièmement, il y a la cryptographie. Et troisièmement, il y a aussi les communications. M. Zeilinger a eu le prix Nobel parce qu'il était le premier qui a exploité cette intrication et la téléportation quantique pour imaginer des protocoles de communication quantique. Okay? La téléportation, je précise, la téléportation, on ne téléporte pas un objet d'un point vers un autre. Hein? On ne peut pas téléporter une personne de cette salle vers le centre-ville. Okay? On téléporte les états quantiques. Et donc la première expérience qu'il a faite, c'est une expérience qui est donc de communication quantique où il a utilisé donc des photons intriqués pour réaliser une communication entre Tenerife et la Palma, les îles Canaries. Okay? Il y a aussi les Chinois qui utilisent donc cette ressource qui est l'intrication, la superposition et le codage de l'information dans les états quantiques pour réaliser des communications sécurisées terre-satellite. Les Chinois, ils sont forts, ils ont réussi à faire un réseau de communication quantique qui utilise donc des photons intriqués sur une distance de 2000 km entre Shanghai et Pékin. Sauf que, bon, donc, parce que la portée, lorsque vous envoyez un photon intriqué, la portée, ça ne peut pas dépasser. Actuellement, il y a des limites technologiques, on ne peut pas aller au-delà de 50 km, et donc on doit installer, chaque 50 km, on doit installer un répétiteur. Donc c'est à coup de répétition, mais quand même c'est une prouesse formidable. C'est-à-dire, regardez, on est en train de dompter les lois étranges qui régissent le monde microscopique pour les mettre à profit de l'humanité. Okay? Bien sûr, le Graal, bien sûr, il y a aussi les simulateurs quantiques. Je vais parler des simulateurs quantiques, vous me laissez un peu de temps, je vais parler des simulateurs quantiques, pourquoi? Parce que c'est très important. Ça aussi, c'est une application fort intéressante. Les simulateurs quantiques, j'avais dit, bon, par exemple, pour mettre au point un nouveau médicament, il faut faire des essais. Les essais, ça coûte cher. Maintenant, avec les simulateurs quantiques, je peux, à l'aide des atomes froids, par exemple, je peux donc localiser des atomes, les faire en interaction, et je peux simuler des réactions chimiques. Et donc je peux donc savoir faire le tri. Est-ce que cette formule ça marche? Est-ce que cette formule ça marche pas? Et donc on pourrait éventuellement donc imaginer, sans faire de test labo, on peut à l'aide des simulateurs quantiques, donc c'est des calculateurs en quelque sorte, qui vont nous aider donc à imaginer. Et l'exemple que j'aime toujours donner, c'est celui de la production de l'ammoniac. Le Maroc, c'est un grand producteur de phosphate. Et pour faire des engrais azotés, nous avons besoin d'ammoniac. Donc nous avons besoin d'ammoniac. Il y a donc un schéma, c'est le procédé Haber-Bosch, donc pour produire de l'ammoniac à partir de l'azote. Et donc c'est un procédé très gourmand en énergie, 400 à 500 degrés Celsius. Très gourmand en énergie. Et de tous les engrais azotés dans le monde, produits dans le monde, donc ça bouffe, non, excusez-moi le terme, ça consomme 5% du gaz naturel mondial. Cette transformation. Maintenant, si je dispose d'un simulateur quantique, je pourrais éventuellement remplacer ce procédé, faire des tests pour remplacer ce procédé et donc minimiser le coût. Et bien sûr, il y a les émissions de CO2. Okay? Ça deviendrait facile si on disposait d'un ordinateur quantique. Alors, le problème d'un ordinateur quantique, vous
Vous avez certainement pas entendu parler d'ordinateur de Google. L'ordinateur de Google qui a fait un calcul, bon, je vais vous montrer, qui a fait un calcul en 20 minutes. Donc vous voyez ce dernier point, et ça c'est une étude sérieuse qui a été publiée dans la revue très respectable Nature. Le dernier point, ce dernier point, c'est un calcul, bon, je vous dis d'emblée, le calcul que Google, les chercheurs de Google ont fait ne sert absolument à rien. Mais c'est juste pour montrer que je peux faire un calcul en un temps record. Le calcul qu'ils ont fait, c'est un calcul qui a été fait en 200 secondes, 3 minutes. Sur un ordinateur, le meilleur supercalculateur qui existe à l'heure actuelle, cela prendrait 10 000 ans. C'est une prouesse formidable. Okay. C'est-à-dire, si je dispose d'un ordinateur quantique, donc on pourrait faire des calculs beaucoup plus rapidement, de façon exponentiellement plus rapide que ce qu'on sait faire actuellement. Et donc on pourrait, tout le monde parlait tout à l'heure de l'intelligence artificielle. Avec l'intelligence artificielle, on serait amené à traiter beaucoup d'informations de façon beaucoup plus rapide. Et donc, les recherches vont dans ce sens-là pour essayer de comprendre comment ça marche pour produire des ordinateurs quantiques. Alors, un ordinateur quantique, par exemple, si je prends par exemple l'ordinateur quantique de Google, l'ordinateur qu'ils ont réalisé maintenant, c'est un ordinateur qui a besoin aussi d'un ordinateur classique. Hein. Donc, l'ordinateur quantique, c'est ce qui est dans un cryostat pour le maintenir dans le froid, parce que vous avez des qubits à l'intérieur qu'il faut complètement déconnecter de l'extérieur. Et donc, l'ordinateur quantique qu'ils ont conçu, c'est comme un coprocesseur donc, qui aide, enfin, un coprocesseur d'un ordinateur classique. Et donc, le Graal, ça sera en quelque sorte le but ultime des recherches qui sont menées actuellement. Donc, ça sera donc essayer de voir comment donc dompter les qubits, comment produire des qubits, comment les protéger, les isoler des effets de décohérence du milieu extérieur, et donc exploiter donc cette propriété d'intrication, cette propriété de superposition et les lois donc du monde microscopique. Et bien sûr, ces travaux nous les menons donc conjointement avec plusieurs collègues donc appartenant à différentes universités marocaines. Donc c'est un réseau qui existe depuis maintenant une dizaine d'années, et donc pas mal de collègues donc, qui travaillent avec nous étaient nos étudiants, et on est fiers donc de former, de contribuer à la formation des étudiants. Et j'espère que cette présentation va aiguiser en quelque sorte la curiosité de jeunes pour venir donc se joindre à nous, faire des recherches bien que théoriques donc, dans ce domaine-là. Et je vous remercie.